Qu'en pense Jacques Sapir? L'euro est-il une bonne monnaie? Alors, à cette question. le problème, c'est que la réponse va dépendre des personnes que vous allez interroger. Non, mais c'est très simple. Remarquez, ça me rassure parce Non, que mais- c'est dans l'air encore un sens. Non, pour les banquiers et pour les gens qui, globalement, sont dans la finance, oui, l'euro a été une bonne monnaie. Pour les entreprises industrielles, ça a été plutôt une mauvaise monnaie, en France en particulier, et en Italie et dans d'autres pays. Et le problème se pose de savoir qui va prévaloir. Est-ce que c'est plutôt l'opinion des banquiers et des gens qui sont liés à la finance, ou est-ce que c'est plutôt l'opinion des gens qui sont liés au secteur réel? On ne peut pas parler de bonne ou de mauvaise monnaie comme cela. Parce qu'une bonne monnaie, ça peut être une monnaie qui a, à un moment donné, un taux de change par rapport aux autres monnaies plutôt faible. Ça, c'est plutôt l'avis des industriels et des travailleurs. Mais pour un banquier, mais aussi, par exemple, pour un épargnant ou pour un retraité, il va dire il faut plutôt que l'euro ait une forte valeur. Alors, on pourrait dire, par exemple, d'une monnaie qu'elle est un bon instrument, mais qu'elle est mal utilisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simplement ça. Ce n'est pas simplement ça. La question, c'est de savoir à quoi va servir cet instrument. Et aujourd'hui, on peut dire que l'euro n'a pas favorisé la croissance dans la zone euro. Il a plutôt été, et ça maintenant c'est tout à fait établi, un frein pour la croissance dans les pays de la zone euro. Et il a, à un moment donné, permis effectivement un refinancement correct des dettes, mais depuis 2009, c'est quelque chose qui a complètement éclaté. On a une crise de l'euro ou de la zone euro? Crise de la zone euro, pour moi. Et on a les deux. À mon avis, je pense qu'on a les deux. On a évidemment une crise de la zone euro, ça c'est très clair, avec le problème de la dette souveraine. Mais on a bien un problème lié à l'euro. Pourquoi? Parce que c'est une monnaie incomplète. On sait qu'une monnaie, pour fonctionner, doit pouvoir s'appuyer sur un système budgétaire relativement unifié. Et vous savez, dans le cas d'un pays, prenons le cas de la France, vous avez en 1980-81 une grave crise en Lorraine et dans le Nord. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement français organise des transferts budgétaires depuis des régions riches vers les régions qui sont en crise. Bien. C'est ce qu'on a refusé de faire. Pas qu'on n'a pas fait, on a refusé de le faire tout à fait consciemment dans le cadre de la zone euro. Les Allemands ont dit il ne doit pas y avoir de transfert budgétaire, la zone euro ne doit pas devenir une zone de transfert. Bon. Pardonnez-moi, pour des raisons de règles communautaires, il se trouve que c'est. Enfin, je veux dire, on peut pas incriminer, si je puis dire, on ne peut pas incriminer le bout de papier, si? Vous incriminez le bout de papier, Alors, vous? le problème, Voilà. le bout de papier ne prend sens que par rapport à des institutions, si vous voulez. Et on savait dès le départ, dès la création de l'euro, que les institutions qui viendraient donner à ce bout de papier sa crédibilité étaient incomplètes. Donc c'est en cela qu'il y a une crise de l'euro. Vous avez été pessimiste dès le début, vous? Oui. Malheureusement, oui. Oui, il a fallu Malheureusement, oui. vous, Si vous vous- êtes converti, je dirais, aux faits. Non, Aujourd'hui, vous qualifiez de gravissime. Non, mais mon pessimisme est venu du fait que les institutions appuyant la monnaie unique étaient incomplètes. Je le répète, effectivement, ça a été dit dans le reportage, il n'y a aucune solution aux écarts de compétitivité. La seule solution possible, c'était en fait des transferts budgétaires extrêmement importants d'un pays vers un autre. Bon, ça n'a pas été fait. Bien. Le fait Il fallait quoi? Qu'on lisse la zone euro? Il fallait que l'on organise un budget fédéral. Ça n'a pas été fait. C'est impossible à faire. Comme parce aux que, États-Unis. oui, mais nous ne sommes pas les États-Unis. Les pays européens ont une histoire beaucoup trop longue. Et aujourd'hui, on voit bien. Regardez, même dans un pays, même en Belgique, les Flamands ne veulent pas payer pour les Wallons. Donc, on ne peut pas espérer que demain, les Allemands accepteront de payer pour les Espagnols ou pour les Italiens. Donc, il faut prendre acte de cette situation et comprendre que ça va poser un problème, et un problème très probablement insoluble. Pardonnez-moi, ils veulent pas, ils expriment une irritation, ils sont de mauvaise humeur, de temps à autre ils font semblant d'ailleurs de vouloir se séparer, mais au bout du compte ils le font dans la réalité des faits. Comme l'Italie du Nord n'est pas encore séparée, que je sache, de l'Italie du Sud, Non, mais pas- ou pas que entre Lille pays, accepte pas- encore de oui. payer des impôts Oui, mais- dans un même cadre budgétaire qu'à Marseille. Donc, Oui, mais pas entre pays. Pas entre pays. Et là, si vous voulez, c'est très 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 c'est clair. quoi, vous diriez la nation, Oui, les la constructions- nation est trop forte, les consciences. constructions nationales sont de vieilles choses, sont des choses extrêmement puissantes qui, dans certains cas, ont plus de 1000 ans d'existence. Pour la Grande-Bretagne, le Royaume d'Angleterre et pour la France, qui, dans d'autres cas, sont plus récentes, mais ont quand même constitué leur réalité dès le XVIe et le XVIIe siècle.
Et là, on ne peut pas passer un coup de rabot là-dessus. Donc il vaut mieux en tenir compte. Après, si vous voulez, il y a toute une série d'autres problèmes. Alors il y a effectivement le problème de la monnaie de réserve. Mais là, je suis obligé de vous contredire. Non, en 1998, un an avant l'introduction de l'euro, en fait, le dollar ne représentait que 62% des réserves. Non, j'ai les chiffres. Le reste, c'était quoi? Le reste, c'était le Deutsche Mark, 15%, la livre sterling, 10%, un petit peu le franc suisse, un petit peu le franc français, un petit peu le yen, etc. En fait, on a vu que l'euro s'est développé, mais il s'est développé sur quoi? Essentiellement, il a repris une partie de la part du Deutsche Mark, de la part du franc français, et il a réussi ça. On continue à monter. Non, il stagne aujourd'hui à 27%. Jacques Sapir, pardonnez-moi, j'ai très bien compris ce que vous me disiez, notamment sur l'aspect historique et la durée de la vie, par exemple, des nations, et donc éventuellement aussi des concurrences et des difficultés. Mais c'est pour ça qu'on l'a fait, et l'Europe et l'euro, entre autres. C'est pour essayer de coexister ensemble le moins mal possible, mais forcément avec des difficultés. De même que tout le monde ne s'entend pas dans l'immeuble. Voilà, mais la coexistence. Mais on vit quand même dans l'immeuble. La coexistence implique que l'on laisse des marges de flexibilité. Et on n'a plus ces marges. Dit autrement, Jacques Sapir, c'est un mauvais moment à passer. Voilà. Et par ailleurs, on ne pourra jamais repartir en arrière. C'est-à-dire que partir en Grèce aujourd'hui et manger sa moussaka ou faire son plein en payant en euros, et le reste étant vrai dans l'autre sens, ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Comment répondez-vous? Je réponds qu'on peut toujours revenir. Il n'y a pas de chose définitive d'un point de vue historique. Aucune construction humaine n'est définitive. Il faut le savoir. Ça. Bon, ça c'est un premier point. Ensuite, là où je m'inscris complètement faux, c'est que non seulement les dirigeants européens, pratiquement tous les dirigeants ont annoncé une croissance supplémentaire, mais vous avez eu un très gros colloque. Ils nous ont jamais dit l'euro va créer de la croissance. Ils nous ont dit l'euro favorisera la croissance parce que nous allons travailler ensemble et favorisera les échanges. Les échanges. Non, ils ont dit beaucoup plus précisément. Là, je vous arrête. Ils ont dit beaucoup plus précisément. En 1999, Jacques Delors avait dit cela apportera 1% de croissance en plus. Je le cite dans mon livre. Oui. Bon, alors, après il y a un deuxième problème. Vous avez eu de par nos échanges, vous avez eu en 2004 un très grand colloque où on s'est posé déjà la question est-ce que l'euro est une monnaie globale ou est-ce que c'est un frein global, si vous voulez. Et dès cette époque-là, il y avait une conscience extrêmement claire des problèmes qui étaient posés et qui évidemment allaient faire retour sur les budgets des pays. Parce qu'il faut aussi comprendre une chose, c'est que nous ne pouvons pas avoir la même politique entre les différents pays européens parce que nous n'avons pas les mêmes conditions de départ. Prenons simplement la comparaison entre la France et l'Allemagne. Bon, l'Allemagne est un pays dont la population est en train de se réduire et dont la réduction va d'ailleurs s'accélérer dans les 15 ans qui viennent. Alors que la France va continuer à croître, à un rythme certes faible, va continuer à croître. Aujourd'hui, il y a 3 fois plus de jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail en France qu'en Allemagne, alors que techniquement, l'Allemagne a une population plus importante que la population française. Ça veut donc dire que la politique économique ne peut pas être la même en Allemagne et en France. Et ça, ce problème, vous ne pouvez pas le résoudre au sein d'une monnaie unique. C'est vraiment la politique. Ce que vous venez de nous dire, c'est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de bon sens là-dedans, mais ça revient à dire d'une certaine façon, comme on est différents, on ne peut pas vivre ensemble. Non, c'est faux. On peut vivre ensemble. Heureusement, la vie nous prouve le contraire. On peut vivre ensemble dans toute une série de domaines, mais il faut adopter soit l'idée de transfert budgétaire. Grosso modo, il faudrait que, si vous voulez, si on était un pays fédéral, l'Allemagne subventionnerait l'économie française et les travailleurs français paieraient une partie des retraites allemandes. C'est ça. Bon, ça, on sait que ce n'est pas possible. Il ne faut pas, si vous voulez, là, il ne faut pas se raconter des histoires. Ce n'est pas possible. Donc, il faut se donner aujourd'hui en Europe les moyens d'avoir des politiques économiques différentes sans faire éclater l'Europe. En vous écoutant, je me disais, mais ça, on va le faire dans 30 ans. Oui, c'est pas oui, possible, mais on n'a pas 30 ans pour le faire. faire. Alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que quand on parle de taux moyen de l'inflation sur la zone euro, on raconte n'importe quoi.
Parce qu'en fait, il y a des différences dans les taux d'inflation entre les différents pays de la zone euro qui sont considérables et qui ont eu tendance à s'augmenter d'ailleurs depuis 2007. Et c'est là où on voit d'ailleurs l'effet de la crise. Hein. La dispersion des taux d'inflation a plutôt augmenté depuis 2007. Mais là, ça pose une question intéressante. Ça veut dire que, en fait, puisque en réalité on est tous sous la même politique monétaire, puisque c'est la Banque Centrale Européenne qui fait la politique monétaire, ce n'est pas la politique monétaire qui joue sur l'inflation. Ça veut dire que l'inflation a d'autres causes, des causes qui sont beaucoup plus structurelles et réelles. Et ça, en fait, les économistes le savent depuis très longtemps. Le problème, à ce moment-là, c'est que, là encore, si vous avez différentes structures économiques dans différents pays, eh bien, vous aurez des taux d'inflation qui seront nécessairement différents. Est-ce que exemple pour qu'on... Par exemple, un pays qui a de gros problèmes d'investissement, de gros besoins d'investissement plus exactement, aura nécessairement un taux d'inflation nettement plus fort, nettement plus élevé qu'un pays qui est à peu de choses près d'un niveau d'investissement suffisant et qui peut se contenter de renouveler son stock de capital, qui n'a pas besoin de l'augmenter fortement. Bon, ça c'est une chose qui est très très connue par les économistes. Bon. En comparant deux pays, vous me citeriez quoi? Alors, par quoi exemple, prenons le cas de la Grèce. La Grèce, en fait, depuis 30 ans, a mis sur pied une politique de modernisation de ses infrastructures qui est parfois très compliquée à mener. Le territoire grec n'est pas du tout un territoire aisé à gérer. Hein. Vous avez plein d'îles, c'est montagneux, bon, etc. Bon. Donc il est tout à fait normal que vous ayez aujourd'hui un besoin d'investissement sur 30 ans en Grèce qui soit plus important, par exemple, que le besoin d'investissement en Allemagne, où l'effort d'investissement a été réalisé pour l'essentiel dans les années 50 et au début des années 60, en France, à peu de choses près, dans la même période. Bien. Le résultat, c'est que vous avez des taux d'inflation qui divergent de manière massive. Et là se pose à nouveau le problème, comment organise-t-on la pondération des compétitivités ? Donc normalement, c'est par la dévaluation. Oui, sauf qu'on ne peut pas faire marcher la planche à billets. Voilà. En tout cas, on ne peut plus faire marcher la planche à billets. Non, mais on peut changer, Monsieur Sapir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Il n'y a rien de définitif dans les constructions humaines. Vrai. Alors je vous renvoie l'argument. Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On pourrait modifier les règles de fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Oui. Car c'est ça le problème. Simplement, il faut savoir que pour pouvoir faire cette modification, il faudra changer la Constitution allemande. Parce que les Allemands ont établi, et on ne s'y est pas opposé, en 1993, juste après la signature du traité de Maastricht, que toutes les règles européennes devaient être compatibles avec la Constitution allemande et non pas l'inverse. Et ça, ils ont sacrifié le marque, on peut comprendre qu'éventuellement ils ont gagné. Ils ont eu quelques exigences. Oui, non mais d'accord, mais oui, mais enfin, ils ont gagné. Bon, mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui... Parce que le marque, c'était pas de la roupie de Sansonnet quand même. Tout à fait. Même si mon expression n'est pas... Bon, je viens de réaliser ce que je viens de dire. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes tributaires d'un choix politique de long terme allemand. Et on ne voit pas comment on pourra le faire changer. Alors, il y a un élément qui est extrêmement important et qui a été calculé par l'INSEE. Chaque fois que l'euro se réévalue de 10% à partir d'un taux qui a été calculé autour de 1,05 $, un taux de change de 1,05 $. Bon. Chaque fois qu'il prend 10%, ça veut dire 1% de croissance en moins en France. Alors je suppose que le même calcul peut être fait sur l'Italie, sur le Portugal, sur ce genre de pays. Bon, et ça, on le voit très bien. Ça, c'est l'impact direct de la surévaluation. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution à court terme et même à moyen terme à cette question, et ça repose la question de l'indépendance de la Banque centrale. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant. L'indépendance de la Banque centrale, on dit toujours, ah oui, c'est le modèle allemand, nous avons importé le modèle de la Bundesbank. Est-ce qu'on s'est posé la question de savoir d'où venait ce modèle de la Bundesbank ? Eh bien, il venait en réalité du fait que quand la Banque centrale, l'antécédent de la Bundesbank, la Banque centrale des Länder, a été créée en 1946, bon, il n'y avait pas de gouvernement allemand. Il y avait des autorités d'occupation, américaines, anglaises, françaises. La RFA n'a été constituée en tant qu'État qu'en 1949. Bien. Et le résultat, c'est que cette Banque des Länder a commencé à fonctionner sans rendre de compte à personne. Pourquoi ? Parce que les autorités d'occupation avaient bien d'autres chats à fouetter que de s'occuper de la question monétaire. Et c'est en réalité ce modèle-là qu'on a importé en Europe. Et là, je pense qu'il faut effectivement réfléchir sur la question de savoir est-ce qu'on peut continuer dans ces conditions. Notre invité du jour est économiste. Il publie cet ouvrage « L'euro contre la France, l'euro contre l'Europe » aux éditions du CERF.
Bonjour Jacques Sapir. Bonjour. Première question, Jacques Sapir, pourquoi l'euro a-t-il été mis en place ? L'euro a été mis en place pour des raisons parfois bonnes, parfois mauvaises, et surtout qui très souvent n'ont pas été dites. Alors, les raisons que l'on peut considérer comme bonnes, c'était pour éviter une spéculation entre les différentes monnaies des différents pays européens. Et c'est un petit peu ce problème qui s'est posé à la fin des années du système monétaire européen. Après, il y avait des raisons qui étaient nettement moins avouables. Il y avait d'abord une mauvaise raison qui consistait à dire « Ah oui, mais si on fait l'euro, immédiatement, instantanément, il y aura un grand marché qui va se constituer et ce grand marché va contribuer très fortement à la croissance des pays qui le composent. » Bon, ça, c'était un argument, je dirais, de pure idéologie. Et on a très bien vu qu'au contraire, l'euro a freiné la croissance. Et puis, il y a le véritable argument, mais qui n'a jamais été dit, c'est que pour de très nombreux dirigeants politiques, faire la monnaie unique, c'était un moyen d'avancer sans le dire, parce qu'ils savaient très bien que s'ils l'avaient dit, il y aurait eu un rejet des différents peuples, c'était s'avancer sans le dire vers l'Europe fédérale. Alors, les économistes en faveur de l'euro déclaraient se fonder sur une base scientifique. Ce discours était, selon vous, une imposture. En quoi les travaux de ces économistes étaient faux ? Alors, ce n'est pas que les travaux étaient faux, mais c'est que les données qu'ils utilisaient n'étaient pas fiables. Bien sûr, on peut penser qu'un scientifique qui utilise des données dont il sait pertinemment qu'elles ne sont pas fiables devrait, si ce n'est s'arrêter de travailler, en tous les cas, mettre d'énormes précautions par rapport à ces résultats. C'est peut-être là où un certain nombre d'économistes, je pense par exemple à un collègue comme Andrew Rose, qui avait beaucoup publié, c'était lui justement qui avait fourni la base de ses travaux qui expliquait, ou qui était censé expliquer, que l'euro allait engendrer une croissance extrêmement forte dans la zone euro. Bon, là, je pense qu'il a dit ce que, il voulait dire, pour des raisons idéologiques et politiques, et deuxièmement, ce que les dirigeants européens, en particulier M. Romano Prodi ou M. Jacques Delors, avaient tellement envie qu'on leur dise. Ce qui est intéressant, c'est que ces économistes ont progressivement amélioré leur base de données. Alors on peut demander pourquoi ils ne l'avaient pas fait au départ, mais bon, c'est une autre chose. Et les effets positifs de l'euro ont fondu comme neige au soleil. Au départ, ils expliquaient que l'euro allait augmenter le commerce à l'intérieur de la zone euro de 30 à 40%, puis c'est tombé à 4-5%. Et une dernière étude qui a été réalisée dans les années 2010-2012, elle montre qu'il n'y avait aucune amélioration, qu'il n'y avait aucun accroissement du commerce à l'intérieur de l'euro. Mais l'important, je dirais politiquement, l'important c'est que des hommes politiques comme, là encore, Romano Prodi, Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Delors ont pu dire dans la presse « Ah, mais l'euro va nous apporter un surcroît de croissance extrêmement important », alors que c'était absolument faux. C'était un mensonge alors. Oui, c'était... Alors, je dirais que c'était au minimum un mensonge par omission. Au minimum parce que n'importe quel économiste pouvait se rendre compte que la base de données n'était pas fiable. Alors vous affirmez que l'euro a été mis en place tout en sachant que le budget dédié à son fonctionnement était insuffisant et qu'il provoquerait des crises graves. Y avait-il un but précis derrière l'établissement de ce projet ? Ah oui, tout à fait. D'abord, il faut dire que les conditions matérielles permettant à l'euro de fonctionner ont été définies en 1977. C'est-à-dire il y a très longtemps. Il y a maintenant 40 ans. Bon. C'est Roy Jenkins qui avait expliqué que pour que l'euro fonctionne, il fallait doter le budget, ce qui ne s'appelait pas encore la zone euro, puisqu'on voulait faire à ce moment-là la monnaie unique au niveau de la communauté économique européenne de l'époque. Bon, mais il disait, il va falloir qu'on ait un budget commun d'environ 10 points du PIB. Bon, vous
Vous savez qu'aujourd'hui, le budget de l'Union européenne, même pas de la zone euro, le budget de l'Union européenne, c'est 1,29% du PIB. On est donc très 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 loin des niveaux qui étaient estimés nécessaires par Roy Jenkins. Alors après, il est très clair qu'on a continué à avancer. Pourquoi? Eh bien parce que ces hommes politiques, ou ces femmes politiques d'ailleurs, considéraient que les crises qui allaient nécessairement survenir seraient un argument pour avancer dans la voie du fédéralisme. En fait, si vous voulez... Les Européens n'auraient plus le choix. Voilà. Et si vous voulez, c'est la métaphore de l'homme sur la bicyclette. Voilà. S'il s'arrête de pédaler, il tombe. Donc, il faut qu'il continue à pédaler. Alors, la croissance française était encore de 2,5% à la fin des années 90. Elle est pour 2016 à 1,1%. Celle de l'Allemagne, par contre, pour 2016, est proche de 2%. Comment expliquez-vous ce décalage ? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, évidemment, la sous-évaluation de la monnaie allemande qui est due à l'euro. Et là, si vous voulez, il y a un calcul qui a été publié par le Fonds monétaire international, qui a été publié l'été dernier, et qui montre que si l'Allemagne avait conservé le Deutschmark, eh bien, elle aurait un Deutschmark qui serait coté à 1,30, 1,35 $. Actuellement, l'euro est à 1,06, 1,08 $. Donc, il y a une sous-estimation du Deutschmark. Et par ailleurs, non seulement le Deutschmark est sous-estimé par rapport au dollar, mais le fait que les monnaies des autres pays de la zone euro, et qui sont des clients importants pour l'Allemagne, comme la France, l'Italie, l'Espagne, ne puissent pas d'évaluer ou ne puisse pas, je dirais, se déprécier par rapport au Deutschmark, ça joue aussi de manière extrêmement importante. Donc, il y a très clairement un avantage important pour le commerce allemand et donc pour l'économie allemande de l'euro. Alors, pour vous, l'euro favorise la montée des pouvoirs tyranniques. Alors, à quel pouvoir tyrannique faites-vous allusion et quelles sont les conséquences de leur emprise ? D'abord, je voudrais dire que quand je parle de tyrannie, quand on parle en règle générale de tyrannie, on ne pense pas nécessairement à un pouvoir. Alors bien sûr, on peut dire que la Commission européenne, encore plus l'Eurogroupe, qui d'ailleurs n'a pas d'existence légale dans les institutions européennes, c'est une organisation de fait, ce n'est pas une organisation de droit, parce que ces organisations sont en train de s'attribuer des pouvoirs qui devraient normalement être des pouvoirs démocratiques exercés dans le cadre des États membres et donc sous le contrôle des parlements de ces États membres, sont d'ores et déjà se sont constitués en pouvoir tyrannique. Mais dans mon esprit, la notion de tyrannie s'applique beaucoup plus au pouvoir des normes et des normes qui peuvent être établies, alors qui bien sûr à un moment donné sont mises en place par la Commission, mais qui sont décidées dans les bureaux en général de Bruxelles, ce pouvoir des normes qui tend à se substituer au pouvoir des lois. Et ça, c'est une tendance qui est maintenant manifeste depuis une quinzaine d'années et qui est une tendance extrêmement importante et qui définit d'une certaine manière la tyrannie moderne. La tyrannie moderne, ce n'est pas un ou un groupe de personnes qui s'attribuent le pouvoir et qui disent, voilà, nous avons le pouvoir, nous décidons, vous obéissez. C'est grosso modo, je dirais, l'image classique de la tyrannie. Non, c'est autre chose. C'est la tyrannie de normes sur l'exercice des lois. Et ça me semble beaucoup plus pervers parce qu'il est beaucoup plus difficile de dénoncer des normes que de dénoncer, par exemple, M. Jean-Claude Juncker ou M. Dijsselbloem. Alors l'euro est censé protéger ces pays membres. Est-ce que ces pays membres de la zone euro ont été mieux protégés que les pays hors zone euro ? Non. Et c'est ça aussi qui est extrêmement important à dire. On voit très bien, par exemple, lors de la crise de 2008-2009, ce qu'on appelle la crise de Lehman Brothers ou la crise dite des subprimes. Bon. Les pays de la zone euro ont subi le choc avec la même violence, voire une violence encore plus forte que les pays de l'Union européenne qui ne faisaient pas partie de la zone euro. Et de ce point de vue-là, quand on regarde
la rapidité de la récupération après cette crise. On voit que les pays qui n'étaient pas dans la zone euro... Quel pays, par exemple? Par exemple la Grande-Bretagne, par exemple la Suède. Bon. Alors après, il y a un pays qui est un pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne, où c'est aussi extrêmement clair, c'est la Suisse. Alors bien sûr, on va dire la Suisse est un petit pays. Donc c'est pour ça qu'il n'en parle pas trop, parce que je vois tout de suite les objections que l'on peut me faire. D'ailleurs, est-ce que ça n'aurait pas été plus dur pour un petit pays, justement? Oui. Normalement, c'est ce qu'on aurait dû avoir. On voit que ça n'a pas été le cas, mais on peut aussi dire que la Suisse a pu s'appuyer sur les pays de la zone euro. Donc, ne parlons pas de la Suisse, prenons le cas de la Suède, prenons le cas de la Grande-Bretagne. Alors, ces pays ont subi le choc. Pour la Grande-Bretagne, d'ailleurs, elle a subi un choc extrêmement fort avec la crise des subprimes. Pour la Suède, nettement moins. Mais même dans le cas de la Grande-Bretagne, la récupération de la Grande-Bretagne a été très rapide à partir de 2010-2011. Pourquoi? Tout simplement parce que la Grande-Bretagne a déprécié sa monnaie, non seulement par rapport au dollar, mais elle a aussi déprécié sa monnaie par rapport à l'euro d'environ 30%. Alors, c'est la question à 1 million d'euros ou de francs, vous allez me dire. Une sortie de la France de l'euro entraînerait-elle une catastrophe? Certains brandissent la menace d'une explosion de la dette française de 30%. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de catastrophe possible. Après, sur la question de la dette, prenons le cas de la dette publique. Tous les gens qui annoncent une très forte augmentation de la dette publique ne savent pas lire. Il y a un règlement européen qui date de 1997. Ce règlement a été rédigé d'ailleurs pour donner le cadre juridique dans lequel allait se faire le passage à l'euro. Il fait donc jurisprudence, il établit un précédent par rapport à cette question-là. Et ce règlement parle explicitement, dans son point numéro 8, de l'existence de ce qu'on appelle la loi monétaire, ou lex monetae. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement que toute dette qui est émise dans le droit d'un pays obéit aux décisions politiques de ce pays. Autrement dit, si vous avez la dette française, les OAT, les anciens bons du Trésor, qui sont émis en droit français, ce qui est le cas pour 97% des montants de la dette en France. Comme ils sont émis en droit français, ça veut dire qu'ils sont remboursables dans la monnaie ayant cours légal en France. Aujourd'hui, cette monnaie s'appelle l'euro. Demain, si on décide de sortir de l'euro, elle s'appellera à nouveau le franc. Eh bien, ces montants seront redénominés à la valeur faciale, non pas la valeur réelle, mais la valeur faciale à laquelle ils sont en euros, en francs. C'est aussi simple que cela. Et ça, si vous voulez, c'est la règle de droit international qui non seulement est reconnue par tous, est connue par tous, ou devrait être connue par tous, mais qui est explicitement mentionnée dans un règlement européen. Donc ça veut dire que sur la dette publique, il n'y aura pas de catastrophe. Nous avons grosso modo 2150 milliards de dettes publiques en France. Sur ces 2150 milliards, il y a environ 1680 milliards de dettes négociables, et c'est de celles-là dont en réalité il s'agit. Eh bien, ces 1680 milliards d'euros de dettes se transformeront en 1680 milliards de francs. D'ailleurs, donc il n'y aura pas de dévaluation. Il n'y aura pas de, je dirais, il n'y aura pas de changement de valeur lié à la dénomination. C'est un point important. Après, le franc se dévaluera probablement par rapport au Deutschmark. Il va, par ailleurs, s'apprécier très probablement par rapport à la lire ou à la pesetas. C'est un autre problème. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand on a mis en place l'euro, donc on avait une dette qui était libellée en francs. On a expliqué aux détenteurs de cette dette, et y compris aux détenteurs étrangers, donc aux fonds de pension américains, eh bien cette dette, elle va être redénominée en euros. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 premières années de l'existence de l'euro? L'euro, dont le taux de change avait été fixé au départ à 1,12 $,
est tombé à peu près 0,9 $. Autrement dit, l'euro s'est très fortement déprécié pendant ces 4 premières années. A-t-on entendu la moindre protestation de la part de ces détenteurs étrangers ou non résidents, plus précisément, de la dette? Absolument pas. Donc, si vous voulez, tous les gens qui... Il n'y a pas eu de changement pour le pouvoir d'achat des Français, en tout cas, à cette époque-là. Autre problème, c'est la question du pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat des Français, vous aviez un salaire en francs. Votre salaire est en euros. Vous aviez un salaire en euros, votre salaire est en francs. Bon, on voit très bien comment ça se passe. Mais en même temps, les prix qui étaient en francs sont passés en euros et repasseront en francs. Même chose pour les loyers, même chose pour les dettes. Bon. Donc tout, d'une certaine manière, est redénominé. Sur quel point pourrait-il y avoir en réalité une baisse de pouvoir d'achat? Eh bien, c'est si la dépréciation du franc, qui suivra très certainement la sortie de la France de la zone euro, encore une dépréciation, il faut préciser, la dépréciation sera forte par rapport à l'Allemagne, elle sera beaucoup plus faible par rapport au dollar. On peut penser que le franc ne baisserait par rapport au dollar que de 5 à 10%, donc ça veut dire qu'il resterait supérieur au niveau de l'euro que l'on avait en 2001-2002, mais ça c'est un autre problème, et que le franc s'apprécierait par ailleurs par rapport à la monnaie italienne et à la monnaie espagnole. Bien. La perte de pouvoir d'achat ne peut venir que d'une inflation qui serait engendrée par ce mécanisme. Donc l'inflation, c'est la hausse des prix, notamment. C'est la hausse des prix. Alors, on a fait les calculs en tenant compte de la part de nos importations qui venaient d'Allemagne, de la part de nos importations qui venaient d'Espagne, d'Italie, des États-Unis, de la zone dollar, de manière générale. Et on a abouti avec des collègues à la démonstration que cette hausse des prix supplémentaire serait compris entre 3 et 5%. Donc les produits importés ne seraient pas touchés outre mesure. Certains seraient touchés. Par exemple, vous voulez acheter une Audi. Bon. Votre Audi, elle vaudra probablement 20 à 25% plus cher. Mais si vous achetez une Fiat produite en Italie, elle vaudra moins cher. Si vous achetez maintenant une voiture américaine, elle verra son prix augmenter de 5 ou 6%, pas plus. Par ailleurs, il faut rappeler, et ça c'est un point extrêmement important, que une grosse part de nos dépenses, si vous voulez, vous avez, comme moi, comme tout un chacun, vous touchez un salaire. Vous dépensez votre salaire dans le mois. Mais vous le dépensez à quoi? Vous le dépensez d'abord à des choses qui ne sont pas du tout des importations. Le loyer, ou vous remboursez un emprunt parce que vous avez acheté votre appartement, vos transports, et une partie de vos transports sont dans les transports publics, l'électricité, l'eau, etc. Tout cela, ça ne bougera pas, en réalité. Donc, il faut cesser d'avoir peur de cette idée que l'euro ferait baisser fortement le pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce que la sortie de l'euro nous apportera, et je pense que ça peut nous apporter énormément de choses. On reviendra aux avantages plus tard. Est-ce qu'on va revenir à la dette, notamment celle des ménages et des entreprises, notamment les entreprises financières et non financières? Est-ce que vous pouvez revenir sur la dette des ménages? Est-ce que la dette des ménages français va exploser? Non, parce que la dette des ménages, elle a été faite en droit français, à 98%. Oui, il y a 2% des ménages, à peu près, même un peu moins, c'est 1,7, 1,8%, qui ont souscrit des emprunts en droit étranger. C'est essentiellement des frontaliers avec la Suisse qui ont emprunté dans des banques suisses et des frontaliers qui ont emprunté dans des banques allemandes. Bon. Oui, pour ce 1,6, 1,7%, il pourrait y avoir des problèmes et il faudra donc, d'une certaine manière, aider ces gens. Mais, d'une certaine manière, c'est un problème qui peut être, à un moment donné, pour une personne, important, mais ce n'est pas un problème macroéconomique, ça ne concerne pas l'immense majorité de la population. Après, le problème des entreprises. Alors, il faut d'abord savoir que les PME, elles empruntent en droit français. Les PME empruntent auprès de banques françaises ou auprès de banques étrangères
opérant en France. Donc ça veut dire que les contrats de dette sont en droit français. Là où il y aura un problème, c'est pour les entreprises multinationales. Et pour les banques qui empruntent, que ce soit à Londres, que ce soit à Francfort, que ce soit à New York, que ce soit à Shanghai ou à Tokyo. Mais là, il faut étudier le bilan. Et ça, j'ai deux collègues, un ancien thésard à moi, Cédric Durand, et un autre jeune économiste, Sébastien Villemot, qui ont fait une étude. Cette étude est aujourd'hui installée sur le site de l'OFCE. Tout le monde peut aller la regarder. Et cette étude montre qu'en réalité, les grandes entreprises et les banques françaises pourraient faire un profit avec une sortie de l'euro. C'est-à-dire que l'ampleur de leur chiffre d'affaires qu'elles réalisent à l'étranger est supérieure à la part de leurs emprunts qu'elles ont souscrits en droit étranger. Et donc, ça veut dire, par exemple, qu'une entreprise comme L'Oréal, qui fait une grosse partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis, eh bien, elle verrait, si on recalcule maintenant le chiffre d'affaires en francs, elle verrait cette partie américaine de son chiffre d'affaires monter. Et donc, c'est pour cela, à travers une étude très précise des bilans de ces entreprises et de ces banques, que mes deux collègues montrent qu'au contraire, c'est une situation qui serait favorable aux entreprises et aux banques. Alors, quels seraient maintenant, il y en a forcément, enfin, je pense, les inconvénients pour la France d'une sortie de l'euro? Quels sont-ils? Si vous voulez, ces inconvénients, je n'en vois pas beaucoup. Je dois même vous dire, je n'en vois pas du tout. Alors, oui, bien sûr, il y a un risque d'incertitude. Ce risque d'incertitude, il est avant tout psychologique. Je comprends parfaitement que des personnes, en particulier des personnes qui vont prendre leur retraite ou qui ont déjà pris leur retraite, se disent « mais qu'est-ce qui va se passer avec mon épargne? Qu'est-ce qui va se passer avec ma pension de retraite ?» Mais là encore, compte tenu, si vous voulez, du fait que les dépenses des gens se font essentiellement en France, il n'y a pas de changement. Alors, bien sûr, il y a là encore une petite partie de la population qui a décidé de s'expatrier par rapport à sa retraite. Pour ces gens-là, il pourrait y avoir des problèmes. Mais je dis bien il pourrait. Pourquoi? Parce que il faut être réaliste. Si le franc décroche par rapport au Deutsche Mark, et même par rapport un petit peu au dollar, bien, quelles seront les conséquences sur le rapport entre le franc et le dirham marocain, entre le franc et la monnaie algérienne, entre le franc et la monnaie tunisienne? En réalité, ces trois pays, Maroc, Algérie, Tunisie, ont des liens économiques, historiques, importants avec la France. Et donc je pense que leur monnaie suivrait le franc. Le cours. Okay. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, prenons le cas d'un retraité français qui a décidé de s'acheter une maison au Maroc et de passer 6 mois de l'année au Maroc, ce que font visiblement 200 000 à 300 000 retraités français actuellement. Je ne pense pas qu'ils auront la moindre conséquence avec la sortie de l'euro. Même chose, par exemple, pour les Français qui ont décidé d'aller prendre leur retraite au Portugal. Je suis persuadé que la monnaie portugaise suivrait la monnaie espagnole et en fait se déprécierait plus que le franc. Alors maintenant, les avantages, si la France sortait de l'Union européenne? Alors les avantages, c'est essentiellement des avantages de compétitivité, à la fois sur les marchés extérieurs et sur le marché intérieur. Alors sur les marchés extérieurs, c'est tout à fait évident. Si vous voulez, admettons que le franc se déprécie de 10% par rapport au dollar. Airbus. Vous savez que Airbus représente une part non négligeable de nos exportations. Dans Airbus, il y a 45% de la valeur de Airbus qui est faite en France. Eh bien, ça voudrait dire que cette valeur faite en France serait dépréciée par rapport au dollar. Ce qui voudrait donc dire que le prix d'un Airbus vendu aux États-Unis ou vendu dans la zone dollar, il peut être vendu à la Chine, il peut être vendu en Corée, il peut être vendu aux Philippines, tous les pays qui sont liés au dollar, baisserait.
Donc ça donnerait un avantage compétitif à l'industrie française et grosso modo à l'industrie européenne, puisque d'une certaine manière, les Allemands verraient leur avantage à redélocaliser vers la France toute une série de productions. Même chose donc par rapport à l'Allemagne. Par rapport à l'Allemagne, qui est, il faut le rappeler, notre premier partenaire commercial, eh bien, par rapport à l'Allemagne, bien sûr, les produits allemands seraient plus chers, mais les produits français seraient considérablement moins chers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la France, d'abord, va exporter plus alors de produits agricoles transformés, de produits agroalimentaires, etc., vers l'Allemagne, mais aussi que dans les produits que nous importons d'Allemagne, par exemple le lait. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, alors on a très souvent tendance à penser que le principal concurrent de la France sur les produits agricoles, c'est l'Italie et puis l'Espagne. Non. Aujourd'hui, un concurrent extrêmement important, c'est l'Allemagne. Eh bien, la hausse du Deutsche Mark par rapport au franc français, qui serait au minimum de 20%, peut-être de 25%, peut-être même de 30%, pénaliserait les exportations allemandes et redonnerait d'une certaine manière une grande bouffée d'oxygène aux producteurs français et en particulier aux agriculteurs français. Donc, si vous voulez, la somme de tous ces effets, et qui peuvent être répartis en fonction des groupes de pays, la somme de tous ces effets aboutit, dans les calculs économétriques que nous avions faits en 1973 et en 1974, à montrer que dans les 3 premières années suivant la sortie de l'euro, la création nette d'emplois pourrait être entre 1,5 million et 2,5 millions d'emplois. Autrement dit, nous pourrions, en étant optimistes, en disant, mettant les choses au mieux, je ne dis même pas optimiste, en mettant les choses au mieux, nous pourrions, d'une certaine manière, faire baisser le nombre de chômeurs d'à peu près de moitié. Alors, bien sûr, il y aura d'autres problèmes qui se présenteront, en particulier des problèmes de formation, si vous voulez. Autant je pense que pour redonner du travail à 1 million de chômeurs, il n'y aura aucune difficulté. Quand vous passez de 1 million à 2 millions, vous avez un certain nombre de difficultés qui sont liées aux questions de formation. Et quand vous passez de 2 millions à plus, disons, vers les 3 millions, vous avez encore plus de problèmes. On a d'ailleurs, je le signale, dans les calculs que nous avions faits, nous avions tenu compte de cela, ce qui veut donc dire que oui, la sortie de l'euro c'est très bien, mais il faudra évidemment accompagner cette sortie de l'euro par des mesures spécifiques. Alors Jacques Sapir, une ou deux questions rapides pour terminer. Si la France sortait de l'euro, devrait-elle le faire avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne? Je suis très clair là-dessus, si vous voulez. Je pense que la meilleure solution serait que l'ensemble des pays de la zone euro décident de dissoudre la zone euro ensemble. Ça, c'est très clairement la meilleure des solutions. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous le savons très bien. Les Allemands y ont trop intérêt à garder la zone euro. Nous le savons très bien. Qu'est-ce qui se passera si la France sort de l'euro? Seule. Eh bien, immédiatement après, l'Italie, qui est dans une situation dramatique et qui est en fait aujourd'hui encore plus étranglée que l'économie française par l'euro, sautera sur cette occasion pour sortir de l'euro. Avec la France et l'Italie hors de l'euro, l'Espagne ne pourra pas tenir dans l'euro. Si l'Espagne sort de l'euro, évidemment le Portugal, domino, tout le monde, ouais. Et donc par effet domino, je ne dis pas tout le monde, il n'est pas impossible qu'on ait une espèce d'euro maintenu autour de l'Allemagne, avec par exemple les Pays-Bas, peut-être, la Finlande, peut-être, l'Autriche, très probablement. Bon, mais disons que grosso modo, les grandes économies hors l'économie allemande de la zone euro sortiraient de la zone euro. Le chiffre a fait l'effet d'une petite bombe. Selon une étude allemande, l'euro, depuis son adoption il y a 20 ans, a littéralement torpillé le pouvoir d'achat des Français, faisant perdre à chacun d'entre eux près de 56 000 euros sur la période. Elle montre aussi que les Italiens ont perdu encore plus, alors que les Allemands, eux, en ont largement profité. Pour en parler plus en détail, on retrouve comme chaque jeudi l'économiste Jacques Sapir qui nous a rejoint. Bienvenue Jacques. Alors, merci Stéphanie.
Pour vous, Jacques, que vaut cette étude? Oui, alors c'est une étude qui a provoqué une certaine émotion, que ce soit à Bruxelles ou que ce soit à Paris. Alors il faut savoir que cette étude, elle a été réalisée par un centre, le Centre pour la politique européenne, qui est un centre allemand situé à Fribourg. Et c'est pas du tout un centre anti-européen, c'est un centre où, dans le conseil de surveillance, il y avait autrefois Hans Stittmeyer, qui a été pendant très longtemps le président de la Bundesbank et qui est l'un des architectes justement de la construction de l'euro. Et puis il y a actuellement Fritz Bockenstein, dont peut-être nos auditeurs se souviennent qu'il a été le père de la fameuse directive sur les travailleurs détachés. Donc voilà, ça vient en fait du cœur même du lobby pro-européen, et pourtant les chiffres qui sont donnés dans cette étude, et l'étude en général, est extrêmement critique sur le fonctionnement de l'euro et montre bien que dans l'euro, il y a eu des gagnants, mais il y a surtout eu des perdants. Alors ça s'annonce passionnant. Avant d'aller plus loin, je vous propose de voir ce qu'en pensent les Français qu'on est allé interroger dans la rue. Est-ce qu'ils ont, eux, conscience d'avoir perdu autant de pouvoir d'achat avec l'arrivée de l'euro? Écoutez leur réponse. Oui, c'est considérable, je sais bien, oui, mais je ne sais pas si l'on compare dans les 56 000 euros, qu'est-ce qu'on met dedans C'est possible. Franchement, c'est possible. Maintenant, pourquoi? je n'ai pas fait les calculs. On a vraiment perdu avec l'euro. Hein. Notre pouvoir d'achat a vraiment diminué. Oui. Ouais, moi, j'en sais rien. Je trouve qu'on vivait mieux, ça me paraissait moins, que la vie était moins chère, mais peut-être que c'était l'époque comme ça, je sais pas. Est-ce que ça venait du franc ou de l'euro, hein? Je pense que c'était une bonne chose que l'euro existe pour l'ensemble de l'Europe. Pour la France, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je pense que c'était à peu près neutre. Ouais. Moi, je suis de 93, donc l'euro, c'est comme si j'étais déjà dedans, donc je peux te dire que je sais pas du tout combien ça a coûté. Pendant ma jeunesse, on faisait plein de choses qu'on peut plus faire aujourd'hui, hein. Sortir et tout, quand on voit, c'est de la folie, hein. Tout ce qui est superflu, je passe au-dessus parce que c'est trop cher. Par exemple Par exemple, les sorties au théâtre. Moi, j'aime bien le théâtre, mais le théâtre, c'est des choses qui sont chères. Depuis 20 ans, quand même, les choses ont évolué aussi pour les personnes. Donc, voilà, ça m'a permis. J'arrive encore à vivre, je suis pas le plus malheureux, quoi. Alors, votre réaction, Jacques? C'est très intéressant parce qu'on voit très bien que les Français, en tous les cas la majorité d'entre eux, ils ont bien le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont perdu ces fameux 56 000 euros par personne, mais ils ont le sentiment d'avoir perdu du pouvoir d'achat, et ça nous dit quand même quelque chose justement sur le fonctionnement de l'euro. Alors, précisément et concrètement, Jacques, qu'y a-t-il dans cette étude? Alors, très concrètement, il y a un chiffrage, justement, des pertes et des gains. Pour la France, il y aurait eu une perte cumulée depuis la création de l'euro, c'est-à-dire sur 20 ans, de 3 600 milliards d'euros, 4 300 milliards pour l'Italie, et on voit que ça se traduit par une perte de 73 600 euros par personne pour les Italiens, de 56 000 euros pour les Français. Au contraire, nous avons un gain de 23 000 euros pour les Allemands et de 21 000 euros pour les Néerlandais. Donc on voit qu'il y a bien des différences extrêmement significatives. Et comme vous dites, ça fait mal tout de même. Et comment les chercheurs sont-ils arrivés à ces résultats? Alors, pour obtenir justement ce type de résultats, les chercheurs du CEP ont, d'une certaine manière, simulé ce qu'aurait été la croissance dans les différents pays si l'euro n'avait pas existé. Alors, comment fait-on ça? Ça s'appelle, grosso modo, si vous voulez faire un calcul contrafactuel. Comment on le fait? Eh bien, on choisit ce qu'on appelle un groupe de référence, c'est-à-dire un groupe de pays qui ressemblent ou dont les dynamiques économiques peuvent ressembler aux pays que l'on veut observer, et à partir de la croissance de ce groupe de référence, on en déduit ce qu'aurait été la croissance du pays considéré. Alors Jacques, ce qui nous est annoncé est quand même énorme, c'est édifiant. Est-ce que cette étude est sérieuse? Est-ce qu'on peut s'y fier? Si vous voulez, la technique dite du groupe de contrôle, c'est une technique qui est très couramment utilisée. Il n'y a pas, si vous voulez, d'innovation dans la méthode qui a été utilisée par l'Institut. Là où on peut quand même dire, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres. Par exemple, si on regarde le groupe de contrôle de la France, on voit qu'il y a deux pays qui sont dans la zone asiatique. Il y a par exemple l'Australie
et la Nouvelle-Zélande. Et là, on peut se dire, oui, mais attendez, ça, ce sont des pays dont la croissance, elle a été plutôt tirée par la Chine. Donc, oui, on peut discuter de cette méthodologie, mais on ne peut pas la rejeter d'une certaine manière d'un revers de main, comme le font certains journalistes, comme l'ont fait, par exemple, les journalistes de Libération. Non, il y a une vraie, je dirais, dureté scientifique dans cette étude. Alors, que faut-il en penser, au final ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les résultats de cette étude, en fait, ils sont confirmés d'une certaine manière par d'autres études, parce que, je vous dis, ce n'est pas la seule étude qui a existé sur ce terrain. Nous avons le Fonds monétaire international qui publie tous les ans ce qu'on appelle l'External Sector Report. Là, c'est le numéro pour 2017. Et là, le Fonds monétaire international, il a cherché à calculer ce qu'auraient été les taux de change si les pays n'étaient pas rentrés dans l'euro par rapport à l'euro. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que dans ces taux de change réels, eh bien, l'Allemagne a un taux de change dévalué du fait de l'existence de l'euro. Par contre, la France, l'Italie et l'Espagne ont un taux de change surévalué. Vous le voyez ici. Alors, la surévaluation, elle va de 11 à 16% pour la France. Pour l'Allemagne, la dévaluation par rapport à l'euro, c'est de 15 à 27%. Autrement dit, on a un écart en termes de taux de change qui va de 25 à 46% entre la France et l'Allemagne. Et cet écart rend crédible, d'une certaine manière, les chiffres qui sont indiqués par le CEP. Est-ce qu'il y a tout de même d'autres chiffrages qui sont faits? Oui, bien entendu. Il y a d'autres centres de recherche qui ont réalisé des chiffrages. En fait, depuis grosso modo 2012-2013, beaucoup de gens se sont intéressés à cette question. Et en particulier, dans mon propre centre de recherche, on a fait une étude de ce type, cette fois-ci en comparant ce qu'aurait été le taux de croissance de la France en regardant ce qu'il avait été avant l'euro, donc de 1989 à 1999, à ce qu'il a été après, et justement en le comparant à un groupe de contrôle. Et là, vous voyez que autant le taux de croissance de la France, eh ben, il se situe à peu de choses près dans les mêmes grandeurs que pour le Canada, la Suède ou le Royaume-Uni. Après l'introduction de l'euro, après 1999, eh bien, il y a un décalage d'environ 1%. Alors, quand on applique ce décalage au PIB depuis 1999 jusqu'en 2018, on voit qu'il y a un écart extrêmement important entre le PIB réel, celui que l'on a effectivement, et le PIB que l'on aurait pu avoir si on n'avait pas été dans l'euro. Vous le voyez, au départ, évidemment, la différence n'est pas bien grande, c'est normal, mais en bout de course, en 2018, elle est extrêmement importante. On a retrouvé que, d'un point de vue cumulé, eh bien, on n'est pas très loin des chiffres qui sont donnés par le CEP. Cette étude donne un écart de croissance de 3 300 milliards. Vous savez, le CEP, il est arrivé à 3 600 milliards, donc ça veut dire qu'un écart de croissance de plus de 3 000 milliards sur 20 ans, c'est absolument crédible. Qu'est-ce que ça veut dire? 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards sur 20 ans, ça représente grosso modo 50 000 euros cumulés, évidemment, pour chaque Français, depuis le bébé qui vient de naître jusqu'à la personne qui est très âgée et qui est à la retraite. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire 50 000 euros? Ça veut dire, allez, on va calculer ça rapidement, ça veut dire 2 500 euros par an, probablement plus aujourd'hui, puisqu'on voit bien que c'est très croissant. 2 500 euros par an, ça veut dire 200 euros par mois, mais 200 euros par mois, ça représente plus de 15% du salaire mensuel d'un smicard ou de quelqu'un dont le salaire est à peu de choses près au SMIC. Et là, on se dit qu'il y a une vraie perte de pouvoir d'achat et on peut se demander, est-ce que cette perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas, d'une certaine manière, la cause profonde du mouvement des Gilets jaunes. Et à méditer donc, Jacques, merci pour cette analyse qui va certainement vous permettre de vous faire votre propre opinion. Merci à vous.